Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce sujet qui me tient particulièrement à cœur sur la combinaison no-code et IA. C'est un sujet qui m'enthousiasme beaucoup en ce moment et donc je suis ravie de partager et d'échanger avec vous. Donc la façon dont on a construit cet échange aujourd'hui, c'est juste quelques rappels rapides. Et après, des cas concrets, des cas concrets, des cas concrets. Bon, on n'a que 3/4 d'heure, donc ça devrait être assez synthétique, mais on a préparé des choses pour. Je vais faire un micro rappel de ce qu'est CIMAX, parce que c'est un outil un peu particulier. On va faire donc quelques rappels sur l'IA et le no-code, et on va voir 3 exemples d'usage no-code et IA. Donc, le premier point de rappel, c'est le no-code. Alors, tout le monde en a entendu parler, mais il y a très peu de gens qui savent réellement ce que c'est. Déjà, c'est une énorme tendance. Selon Gartner, d'ici 2025, il y a 70% des nouvelles solutions digitales qui seront soit no-code, soit low-code. Donc, voilà, c'est très, très important. On est sur une croissance de 24% par an. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? En fait, c'est la possibilité de réaliser des logiciels sans programmer. Et en fait, vous avez déjà fait du no-code sans savoir. Si vous avez utilisé Excel, vous avez pu stocker de la donnée structurée, vous avez pu faire des calculs, somme par exemple, sans avoir à écrire de programme informatique. Donc, en fait, Excel, c'est un peu l'ancêtre du no-code. Quelque part, le no-code, ce sont des outils bureautiques, plus graphiques, pour créer et modifier des solutions digitales. Donc, on en retrouve dans vraiment plein de secteurs. Et il se trouve que CIMAX, aujourd'hui, c'est une solution un peu particulière parce que c'est le premier ERP CRM 100% no-code. Alors, les ERP, ce sont des logiciels de gestion qui permettent de gérer tout dans l'entreprise, depuis ce qu'on appelle la CRM, la gestion de la relation client, jusqu'à la compta, en passant par les stocks, les achats, la production, les ventes, toutes sortes de choses. Et la particularité de CIMAX, c'est que toutes ces fonctions sont no-code. Et nous sommes un éditeur no-code depuis 2006. On a été des pionniers du no-code, bien avant que le mot no-code n'arrive à partir de 2018 à peu près. Et aujourd'hui, on est le 6e éditeur de ERP générique français, mais on est le seul au monde à avoir un ERP qui est 100% no-code. Donc, pas low-code, no-code. J'expliquerai la différence tout à l'heure. Donc voilà, on a 58 collaborateurs et on fait des projets ERP, CRM ou aussi ce qu'on appelle du best of breed, c'est-à-dire juste la mise en place d'un module ou de plusieurs modules qui sont interfacés avec le reste du système d'information chez nos clients. Donc vous en avez quelques-uns, quelques exemples. Voilà, on est chez BPI France, chez Flunch, chez Terena, dans le groupe P-Link, Alinra, etc., etc., groupe MDM. Donc, des solutions no-code, il y en a plein. Il y en a à peu près 900. Donc, depuis que j'ai affiché cette diapositive, il y a peut-être une nouvelle solution de no-code qui est apparue quelque part sur le marché. Donc, bien sûr, elles ne sont pas toutes ici, hein, mais on essaie de présenter les principales. Et en fait, aujourd'hui, il y a un seul ERP CRM qui est 100% no-code, c'est CIMAX. Il y a des solutions low-code, donc ce sont des solutions qui permettent de faire un certain nombre de choses sans programmer et ensuite après de réduire le niveau de programmation. Du coup, c'est ce qu'on appelle le low-code. Et du coup, là-dedans, on va retrouver le grand acteur du CRM qui s'appelle Salesforce et on va retrouver un acteur de l'ERP qui s'appelle Accelor, qui est un moteur low-code et qui est en train de réécrire le cœur de son ERP dans son moteur low-code en ce moment. Donc, ils ont pris le virage, ils sont en train de prendre le virage. Ils sont un peu en avance sur beaucoup de ERP traditionnels qui n'ont pas du tout encore intégré cette notion de low-code, no-code. Donc, si vous avez compris, en fait, CIMAX, c'est pas vraiment positionné comme un no-code builder, hein. L'idée, c'est de ne pas partir de zéro, mais de partir de 25 modules qui sont déjà décrits en no-code, donc qui sont des fonctionnalités éprouvées dans le respect de la législation. Ça tombe bien parce que je lisais une étude de Gartner hier qui disait que un des freins pour l'adoption du low-code ou du no-code dans les entreprises, c'est souvent le manque de fonctionnalités métiers. Donc ça, c'est vraiment une clé qui est importante chez CIMAX, c'est qu'on a des grosses compétences métiers avec des fonctionnalités qui ont été éprouvées pour des métiers.
Donc, du coup, il est extrêmement complet. Comme on existe depuis 18 ans, eh ben, on a l'habitude de traiter des gros volumes de données avec de la performance et aussi on a rajouté beaucoup de couches de sécurité, notamment quand vous travaillez pour BPI France, vous ne pouvez pas vous permettre des failles de sécurité, donc c'est très safe. Voilà. Et là, aujourd'hui, donc vous avez compris, ça fait longtemps qu'on est sur cette technologie no-code et là, on est très enthousiaste de tout ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle. Et on est vraiment en train de vivre un tournant technologique où le champ des possibles est en train de s'ouvrir de façon extraordinaire. On ne pourra pas, bien sûr, tout traiter aujourd'hui, mais l'idée, c'est de commencer à regarder tout ce qui est possible ensemble et c'est assez fabuleux. Pour comprendre aussi les choses, c'est que l'IA, c'est aussi une espèce de gros fourre-tout dans lequel on met plein de choses. Il y a ce qu'on appelle les systèmes experts. Par exemple, il y a des intelligences artificielles qui ont des savoir-faire dans un domaine. Par exemple, un cas qui est vraiment assez fabuleux, c'est qu'il y a des IA qui sont capables de repérer des tumeurs sur des radios de façon plus efficace que l'œil humain. Donc ça, c'est assez génial. Dans CIMAX, nous, on a un Max qui est un système expert et qui a un savoir-faire en construction d'applications et en base de données, donc qui existe depuis 20 ans. Il y a, donc ça, c'est le premier volet des IA, c'est les systèmes experts. Donc, il y a un deuxième volet des IA dont on parlait plus sur les années précédentes, notamment dans le secteur des ERP, c'est des IA à vocation statistique. On appelle ça aussi l'IA des vecteurs. L'idée, c'est de définir différents axes. Alors, des fois, il peut y avoir, on peut être dans des choses pas à 3 dimensions, mais à plus de dimensions, pour analyser des tendances ou repérer ce qu'on appelle des signaux faibles, donc essayer de comprendre quels sont les éléments déclencheurs pour des achats ou pour des ventes, essayer de repérer les familles de clients qui vont bien ensemble et à qui on peut communiquer ensemble et quels sont les meilleurs messages pour eux. Enfin, là, il y a toute une analyse statistique sur de la donnée qui est très intéressante et qui est réalisée avec de l'IA depuis de nombreuses années. L'IA, c'est pas nouveau. Mais ce qui a énormément progressé dernièrement, c'est ce qu'on appelle l'IA générative et vous avez dû en entendre parler. C'est tout ce qui est la génération des chats GPT. Voilà. Et pour comprendre en fait ce que fait l'IA générative, l'IA générative, en fait, elle trouve le mot suivant le plus probable. Donc, c'est toujours la probabilité, c'est toujours la statistique, mais avec des effets un peu magiques et avec des possibilités d'usage qui sont extraordinaires. Donc, c'est surtout ce volet-là qu'on va creuser aujourd'hui, même si les autres sont aussi très intéressants. Donc, l'IA générative, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que fait un outil comme ChatGPT, il fait ce qu'on appelle de la complétion. Donc, c'est le vrai mot. Donc, il trouve le mot suivant le plus probable. Et pour ça, il utilise un gros volume de données. Donc, il se trouve que dans les volumes de données qu'on a donnés à ChatGPT, qui sont énormes, ou à d'autres IA, souvent, après une question, le mot le plus probable, c'est la réponse. Et c'est pour ça que quand on lui pose une question, ChatGPT, il donne une réponse. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la réponse que donne ChatGPT, parfois, elle peut être erronée parce qu'elle est conditionnée avec ses données d'entrée. Et les données ne sont pas forcément justes. On a tous entendu parler de ces histoires avec des IA qui parfois se sont mises à être un peu racistes parce qu'elles avaient des données avec beaucoup d'éléments à caractère raciste. Donc, du coup, elles les ont retranscrits dans leurs réponses. Donc, voilà, c'est pour expliquer pourquoi il y a des IA qui sont devenues racistes, c'est la faute des données. Voilà, donc ça, c'est le premier volet, c'est qu'il faut réfléchir à quelles données on donne en entrée à une IA. Et du coup, il y a tout un volet qu'on va explorer, qu'on va commencer à explorer aussi aujourd'hui. C'est l'idée de fournir à ces outils fabuleux la possibilité d'accéder à ses propres données pour avoir l'IA qui nous donne des réponses sur ses propres données. Et là, ça ouvre le champ des possibles de façon très intéressante. Deuxième notion que je vais juste introduire rapidement aujourd'hui, c'est la notion de température. Un IA, il peut vous répondre une réponse qui peut varier. C'est-à-dire, vous pouvez poser la question 10 fois à une IA, parfois, il ne va pas vous donner 10 fois la même réponse. Même des fois, il va vous donner 10 fois une réponse différente. Et en fait, la notion de température, ça fixe la variabilité de la réponse. En gros, pour ChatGPT, c'est des valeurs c'est 0, 1, 2, de peu de variabilité à très variable. Mais après, il y a d'autres notions de température pour d'autres IA. Donc, du coup, voilà, pour expliquer, on peut demander
à ChatGPT de répondre de façon assez identique ou au contraire d'avoir plus de liberté, un peu plus humain, de pouvoir pas toujours répondre la même chose ou pas de la même façon, même si des fois le fond reste identique. Et donc, en quoi la combinaison no-code et IA est super intéressante? Donc, on va rappeler en quelques caractéristiques du no-code. Le no-code, eh ben, il se caractérise par d'abord une simplicité de mise en œuvre, puisque qui dit pas de code dit quelque chose de moins technique et plus accessible à des gens qui ne sont pas des programmeurs. Il y a la rapidité des projets, puisque en no-code, on va beaucoup plus vite qu'en code. Il y a les possibilités d'automatisation et il y a aussi l'autonomie, c'est-à-dire qu'on peut le faire soi-même, on n'est pas forcément obligé de faire appel à des développeurs tiers, etc. Et les caractéristiques de l'IA, ben, ça va être beaucoup de gains de productivité, des travaux d'analyse, mais il faut avoir en conscience derrière qu'il faut aussi envisager la potentialité de réponses fausses et donc il faut prévoir la validation humaine souvent dans les cycles. Donc à réfléchir, je pose ça comme postulat. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux univers, ils se rejoignent de façon vachement intelligente. Parce que qu'est-ce que c'est la force d'un outil type ChatGPT? Eh ben, c'est la capacité de mettre à disposition de façon hyper simple une IA du grand public, en fait. Avant, c'était compliqué de faire de l'IA. Depuis ChatGPT, c'est accessible à tout le monde. Donc, on rentre dans cette simplicité, dans cette rapidité de mise en œuvre qu'on avait déjà avec le no-code. Et donc, du coup, cette combinaison, eh ben, en fait, c'est deux, on va dire, deux philosophies qui sont très proches et qui vont se marier à la perfection pour donner des résultats super intéressants. Et donc, du coup, bah, on va présenter tout ça pour bien comprendre comment ça fonctionne. Hop. Et donc, là, on va le mettre en œuvre concrètement des choses en no-code. On va se connecter en tant qu'administrateur. Donc, on va rentrer dans CIMAX avec les droits de faire des modifications en no-code. Voilà, donc, et pour ça, je vais vous raconter une petite anecdote. Ça s'est passé il y a un peu plus d'un mois. J'avais une collaboratrice qui vient me voir et qui me dit, pour gagner du temps, bah, j'aimerais bien que quand je reçois un mail, je voudrais que ça puisse, à partir du contenu du mail, me créer automatiquement le contact dans la CRM si jamais c'est un contact qui m'intéresse et que je veux garder dans la CRM. Est-ce que CIMAX, il saurait faire ça? Alors, je dis analyser le contenu du mail pour retrouver des informations, les interpréter, etc. CIMAX tout seul, non. Mais CIMAX avec une IA, oui, c'est possible. Donc, du coup, c'est à ça qu'on s'est attelé. Et donc, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, bah, en fait, je vais faire un petit test avec ChatGPT et je vais aller créer un formulaire pour tester tout ça. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait à ce moment-là. Donc, je suis allée dans ma liste de formulaires et j'ai créé un nouveau formulaire que j'ai appelé Test IA. Bon, je l'ai donné que pour moi, superviseur. Et dedans, dans ce formulaire, en fait, j'ai créé différents champs. Déjà, j'ai créé un champ où j'ai pu mettre le texte du mail. Derrière, j'ai créé un champ également pour avoir ce qu'on appelle le prompt. Alors, le prompt, je vais expliquer un petit peu cette notion. Le prompt, en fait, c'est une instruction complémentaire qu'on va donner à ChatGPT pour lui dire, pour lui indiquer comment on veut qu'il réponde. Donc ça, c'est un élément qui est assez essentiel. Parce qu'on ne se contente pas juste comme quand on va sur le site de ChatGPT de lui poser une question. On va lui dire, ben, voilà comment on veut que tu répondes comment tu interprètes l'information qui t'est donnée. Donc, je vais mettre la réponse. Alors, je peux mettre un champ réponse, je peux mettre un champ texte long qui va contenir un texte long. Alors, pour ceux qui n'ont jamais créé des formulaires dans CIMAX, en fait, on utilise ce qu'on appelle des modèles de champs qui sont en fait qui conditionnent la façon dont les informations s'affichent dans les éléments. Et puis après, on a toutes sortes de champs qu'on peut créer. Donc là, par exemple, nous, on va créer un bouton qu'on va appeler appel et on verra après ensemble
ce qu'on met derrière notre bouton appel. Voilà. Donc, le bouton appel, on va le mettre juste avant la réponse. Donc, voilà, pour ceux qui n'ont jamais créé un formulaire dans CIMAX, quand vous enregistrez votre formulaire, en fait, CIMAX, il crée une table dans la base de données, il crée des actions pour manipuler le formulaire, il crée tout ce qu'il faut. C'est vraiment pour ça que c'est du no-code, c'est qu'on n'a rien à faire. Et après, si votre formulaire, vous voulez le modifier, eh bien, vous n'avez plus qu'à aller le modifier et CIMAX, il fera évoluer la base de données en conséquence. Donc là, voilà. Donc là, on a notre formulaire test IA qui a été créé. Ça veut dire que si on veut faire un test IA, eh ben, on a nos champs à l'intérieur qui sont déjà faits. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer, le premier exemple de mail sur lequel j'ai eu je me suis entraînée. Donc, j'ai vraiment pris un mail au hasard. En fait, c'est un fournisseur potentiel qui m'écrivait qui me proposait un profil pour du recrutement. Voilà. Donc, j'ai juste changé le nom de la personne. Mais sinon, c'est le mail exact, hein, mot pour mot. Et donc, à la fin, il y avait des informations dans sa signature. Et donc, l'idée, c'est que avec ça, eh ben, j'ai écrit mon premier prompt. Donc, le premier prompt, c'est une instruction qu'on donne à ChatGPT. Donc, voilà ce que je lui ai écrit à ChatGPT. Tu dois analyser le contenu d'un mail pour trouver les coordonnées de l'expéditeur. Par exemple, dans sa signature, ces coordonnées devront être renvoyées de la forme suivante: nom, prénom, société, téléphone, mobile, email, fonction. Alors, pourquoi je lui ai demandé de renvoyer les informations sous ce format-là? Eh bien, c'est parce que, du coup, s'il me renvoie une information de façon structurée, eh ben, moi, après, cette information de façon structurée, je sais l'exploiter, par exemple, dans un workflow, dans un traitement informatique, en découpant la réponse pour récupérer les informations. Dans CIMAX, par exemple, on a une fonction no-code qui s'appelle découpe, qui a le même nom que la même fonction dans Excel, pour ceux qui connaissent, et qui permet de découper du texte. Donc, du coup, c'est assez facile. Le plus dur, c'est d'analyser le texte pour obtenir cette réponse. Donc, comment est-ce qu'on va faire l'appel à ChatGPT? Eh bien, ça tombe bien, on va pouvoir appeler une fonction no-code. Donc, on va aller modifier notre petit bouton et on va lui dire, en fait, ce que je veux que tu remplisses, eh bien, c'est la réponse. Donc, on va aller dans Test IA, on va dire la réponse. Tu me la remplis avec quoi? Et alors là, pour ça, eh ben, on va utiliser une fonction, pour ceux qui ont fait des sommes dans Excel, c'est pareil, sauf que nous, on a des virgules à la place des points-virgules pour les fonctions. Donc, notre fonction, elle s'appelle OpenAI. Donc, elle s'appelle OpenAI Appel. Et en fait, de quoi elle a besoin, cette fonction? Eh ben, elle a besoin du texte de mail, en fait, quelque part, ma question. Et la deuxième information dont elle a besoin, eh bien, c'est le prompt. En fait, elle n'en a pas besoin de la deuxième réponse, mais si je lui donne, eh ben, j'aurai le format que je veux. Donc, du coup, nous allons enregistrer notre bouton. Donc, CIMAX fait toutes les modifications nécessaires. Donc, dans CIMAX, il n'y a pas de génération de code. Et donc là, quand on va cliquer sur Appel, eh ben, il a analysé le mail et il a sorti la réponse qui nous intéresse et qu'ensuite on peut exploiter. Donc, en fait, ce qui était cool dans cet exemple, quand je me suis penchée dessus, c'est que ça a marché du premier coup. Alors, du coup, j'ai dit vive CIMAX et vive ChatGPT. C'était assez cool. Du coup, je me suis dit, c'est bien, ça, c'est la première étape. Mais derrière, bien entendu, le but, c'est que ça le fasse en automatique depuis les mails. Donc, du coup, là, on a notre mail qui est ici. Et du coup, dans CIMAX, il se trouve qu'on a un système qui permet de lancer automatiquement une action depuis un mail. Donc, cette action, j'ai prévu que derrière, on puisse poser une question. Quel est le contact? Est-ce que c'est un client? Mais ça pourrait être un fournisseur, ça pourrait être autre chose. Donc là, j'ai demandé que ce soit un client professionnel. Et donc, en automatique, ça va nous créer le contact. Donc là, il refait l'appel à ChatGPT, il analyse le mail et cette fois-ci, derrière, il va lancer tout un traitement automatique qui va nous afficher le contact. Et après, on va aller voir concrètement le traitement automatique qu'il y avait derrière. Voilà, donc là, il a créé
Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé la société en tant que client professionnel et il est en train de créer le contact et il nous demande une dernière validation avant d'enregistrer. Donc, pour comprendre qu'est-ce qui a été fait derrière en termes d'automatisme, donc là, je ne vous l'ai pas refait aujourd'hui parce que c'est à peu près 1 heure de travail en no-code. Donc, c'était un peu long à faire c'est rapide, mais c'était un peu long à faire juste en démo. Donc, vous voyez qu'est-ce que ça fait concrètement, les automatismes qui ont été mis en place. Donc, créer l'expéditeur en contact, en fait, qu'est-ce qu'il fait? En premier, il crée le client professionnel s'il n'existe pas. Si c'est un client professionnel, ou si c'est un fournisseur, il le crée, ou si c'est ni l'un ni l'autre, si c'est juste une société, il la crée. Il fait une erreur si jamais le contact existe déjà. Il fait une erreur si c'est un client particulier qui existe déjà. Et sinon, il crée le contact professionnel ou il crée le client particulier. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'enchaîne derrière. Voilà, il y a 7 automatismes derrière, en plus de l'appel à ChatGPT. Voilà, pour expliquer ça. Donc voilà, ça c'était notre premier exemple. Et du coup, eh ben, on va aller voir un deuxième exemple un peu plus poussé. Là, cette fois-ci, deuxième exemple, c'était une idée de Jérôme, mon associé. L'idée, c'était de faciliter le travail de notre support technique avec l'intelligence artificielle. Donc, du coup, il voulait être en capacité de analyser les messages du support technique. Donc là, on a un vrai dossier support, sauf que le nom a été changé aussi, pareil. Et le prompt que Jérôme a écrit était différent. Voilà. En gros, le prompt qu'il lui dit, c'est « Tu vas avoir une demande d'assistance support logiciel. Tu dois reformuler simplement la demande et commencer par le numéro de version. Un numéro de version est de la forme 4 chiffres, point 2 chiffres. » Voilà. Donc, l'idée, c'est voilà, de transformer un mail qui est un petit peu long en quelque chose de plus synthétique. Donc là, on va appeler ChatGPT. Notre appel, il n'a pas changé. C'est simplement le texte de la question et le prompt qui ont changé. Et donc, du coup, voilà la réponse. Donc, c'est beaucoup plus court, comme vous voyez. Donc, version 2349.92 CIMAX, problème de transmission de mot de passe lors d'identification IMAP, malgré des identifiants valides, les logs de messagerie ont été activés au niveau trace. Voilà, donc c'est tout ça qui se transforme en ça. C'est beaucoup plus rapide à lire. Donc, voilà, il y a plein de pistes. Ça, c'est résumé, c'est un truc que ChatGPT sait extrêmement bien faire. Mais voilà, vous avez compris, là où je vous amène, c'est que si on veut vraiment aider notre support technique, eh ben, l'idée, ça serait même d'avoir un assistant qui leur permettrait déjà de leur commencer à leur rédiger un petit peu la réponse. Comme ça, quand on a une question, eh ben, le support technique, il a une réponse qui est déjà pré-remplie et il peut se concentrer sur les dossiers qui sont plus compliqués, où leur action est à plus haute valeur ajoutée. Là, on est vraiment dans le gain de performance. Donc, pour ça, eh ben, on va regarder un troisième cas. Le troisième cas, c'est qu'on va aller fournir à ChatGPT des informations pour qu'ils puissent utiliser nos propres données. Alors là, c'est un petit peu moins simple, on va dire, parce qu'il faut lui constituer un fichier qu'il va pouvoir exploiter. Donc, il faut lui envoyer de l'information sur nos propres données. Et cette information, on ne peut pas lui envoyer malheureusement en texte hyper simple, puisque en fait, derrière, vous avez compris, on fait appel à une API de ChatGPT, donc à un point d'entrée informatique de ChatGPT qu'on peut utiliser depuis des logiciels externes. Et donc, ce point d'entrée, il s'appelle avec un format qu'on appelle un format JSON. Donc, ça prend un petit peu plus de temps de constituer ce fichier. C'est possible de le faire en no-code. Donc, ça a été fait pour aujourd'hui. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est pas forcément le truc le plus sexy du monde, mais ça se fabrique en no-code. Donc là, l'idée, c'est que c'est des vrais éléments de notre base de connaissances qui ont été mis en forme pour être envoyés à ChatGPT et qui sont ici on a mis dans nos paramètres généraux là pour la présentation. Et donc, l'idée, ça va être de faire à peu près la même chose, mais du coup, en lui envoyant des données. Donc, on va pour ça appeler une autre fonction qui va s'appeler appel avec contexte. Et donc, le contexte, on va lui envoyer en troisième paramètre, c'est la troisième information qu'on va lui donner. Donc, on va aller dans
les paramètres généraux. Hop. Et le champ, attendez. Donc voilà, on envoie ça. Donc il y a un petit peu plus de travail, mais ça donne un résultat qui est celui vers lequel on veut tendre, c'est-à-dire commencer à demander à l'IA de traiter nos propres dossiers internes. Donc la question, elle va être beaucoup plus simple, c'est comment utiliser la fonction top. Le prompt, on va lui dire, tu es un assistant qui doit répondre aux questions sur l'utilisation Simax. Simax est un logiciel de création d'applications no-code. La réponse doit être dans les réponses fournies. Les fonctions Simax sont un langage spécifique. Voilà. Donc, du coup, hop, on va lancer notre appel. Donc, comment utiliser la fonction top? La fonction top, c'est une fonction, c'est une des nombreuses fonctions de Simax, qui a aussi le même nom qu'une fonction de Excel. De toute façon, on avait repris toutes les fonctions d'Excel et puis on en a rajouté plein d'autres. L'appel est un petit peu plus long parce que là, on lui envoie plein de données qu'il doit analyser. Voilà. Et là, du coup, il répond. Il dit la fonction top est utilisée pour récupérer les premiers éléments d'une liste. Voici comment vous pouvez l'utiliser dans Simax. Voilà. Et puis, il nous donne des informations de syntaxe, de description, la liste, le nombre d'éléments. Il donne des exemples d'utilisation. Ouais, et puis bien sûr, on pourrait lui poser des questions sur plein de fonctions. Le but, c'est pas de faire un cours là-dessus, mais c'est vraiment d'illustrer que c'est assez simple de faire des appels à ChatGPT. Et derrière, si on combine avec les automatismes du no-code, eh ben, on peut travailler sur l'automatisation de process, sur de la réduction de travail, sur du résumé, de la réinterprétation, de la préparation de réponses. On peut imaginer sur une demande client de commencer à pré-remplir le devis qu'un humain a juste à valider pour lui envoyer. Quand on va arriver à des niveaux de fiabilité de plus en plus élevés, on pourra semi-automatiser ou se passer d'un certain nombre de validations humaines. On pourrait très bien dire, si le devis pour un montant inférieur à un certain niveau, il n'y a pas de validation humaine, ça part en automatique. Voilà, c'est tous ces éléments-là sur lesquels, en fait, je voulais commencer à ouvrir le champ des possibles avec vous et entamer une réflexion. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous avez profité de ce Webimax et à très bientôt sur un autre Webimax. Au revoir.